Bonjour à tous et merci d'avoir lâché vos volants pour regarder ce nouvel épisode de Serial Driver. Aujourd'hui est un jour un petit peu spécial pour moi parce que je retrouve mon premier amour de jeunesse. Et oui, c'est la première voiture avec laquelle j'ai pris des leçons de pilotage sur circuit. La voiture qui m'a donné mes premiers émois d'avoir autre chose qu'un mazout, d'avoir autre chose qu'un 4 cylindres, mais un moteur un petit peu noble. Du coup, elle est toujours restée un petit peu spéciale dans mon cœur. Elle est toujours revenue sur les listes d'achat à chaque fois que je voulais changer de voiture, mais toujours écartée. Là aujourd'hui, je crois que je vais craquer. Mais pourtant, vous savez ce qu'on dit, il n'est pas bon de retrouver son premier amour de jeunesse. On va voir. Allez, trêve de blabla. Aujourd'hui, on va pas faire le tour comme d'habitude. Déjà, il y a du vent, il fait pas super beau pour un mois de juin. Mais surtout, je veux pas faire durer le suspense. Hein. On va voir tout de suite ce qu'il en est. Alors. Bon, bah, je crois que je vais craquer. Comment on peut ne pas craquer tout de suite? C'est... Wouh! Les émois, les sensations reviennent au premier coup de gaz. Bon, pendant qu'on sort l'auto, un petit mot. Allez, je vous ai dit pourquoi elle était spéciale pour moi, mais elle est quand même assez spéciale pour pas mal de fans d'Alfa Romeo. Elle est importante pour la marque, cette voiture. Pour situer le contexte, on est au début des années 2000. La marque, elle a eu des hauts, des bas, des hauts, des bas, beaucoup de bas. Et là, elle est en pleine ascension grâce à un homme, Walter da Silva, qui est arrivé, qui a dessiné la magnifique 156, surtout en version Sportwagen, qui était une auto magnifique. Et ensuite la 147 de base, hein. Et puis avec ce succès commercial, ils se sont dit qu'ils allaient faire une auto sportive pour concurrencer les Allemandes en remettant le blason mythique GTA des anciennes Giulia coupées. Oh là 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 là, mais non, ça y est, je suis amoureux, j'ai fait 100 mètres. Bon, voilà. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a un petit compteur d'huile, une température d'huile, on voit qu'elle est déjà à 60, on va y aller encore un petit peu mollo le temps qu'elle monte un petit peu et que je vous raconte donc la suite. Donc ils se sont dit qu'ils allaient remettre ce blason GTA. J'arrive pas à parler, je suis désolé, mais là ce moteur quoi. Ce blason GTA sur la 156, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le V6 qu'ils avaient déjà, le fameux V6 Busso, du nom de son ingénieur qui venait de chez Ferrari et qui avait développé au courant des années 70 un 2,5 litres d'abord, 12 soupapes. Il y a une version 2 litres turbo pour les normes italiennes. Ensuite la 3 litres 24 soupapes. Et enfin, sur les dernières années, le 3 litres 2, toujours en 24 soupapes bien sûr. Et donc ils ont calé ça dans la petite berline 156. Ça a plutôt bien plu, mais quand même un succès d'estime. Oh là, ce moteur! Un succès d'estime tout à fait modeste, car elle était quand même moins puissante que les allemandes, c'était une simple traction, mais bon, un bon succès quand même d'estime au moins.
Ce qui fait qu'ils ont continué et ils se sont dit on va faire une sportive sur notre plus gros succès, la 147, toujours en GTA. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont boosté le 2 litres Twin Spark? Est-ce qu'ils lui ont mis un turbo? Eh ben non, pas du tout. Ils ont fait pareil. Ils ont repris le 3 litres de V6 tel quel et ils l'ont collé dans le petit capot de la 147. Ça donne un emplacement bien confiné. Attention à l'entretien parce que du coup c'est très compliqué de faire la distribution, de faire l'embrayage, tout ça. Enfin tout l'accès est compliqué, mais bon, ils ont réussi au chausse-pied à caler ce 3 litres 2 dans la 147. Un kit carrosserie bien large, des gros pare-chocs, des ailes un petit peu bodybuildées. Je trouve que c'est très juste, c'est très juste, c'est fin, c'est comme il faut, pas trop, pas... Ah, je suis pas objectif avec cette auto, je l'aime, voilà, c'est tout. Elle a plein de défauts, mais je l'aime. Donc je trouve que cette esthétique est son premier point fort. Quand on la regarde, elle dégage quelque chose, elle a une aura, elle est large, elle est posée. Au niveau des jantes, on a des simples jantes 17, hein, on est quand même qu'en 2000, on est sorti en 2003, donc la 147, première version. On a des jantes 17 de série, les premières avaient des jantes à bâton. Et ensuite les jantes là qu'on a ici, les jantes dites téléphone, à tronc, à trou-trou, un peu classique de PSA, n'importe quoi, de Alpha. Non, je suis tout émoustillé, hein, j'arrive plus à me concentrer sur ce que j'avais envie de vous dire. Il y avait également des jantes 18 en option à rayon qui sont assez jolies, qui lui vont bien, qui remplissent bien l'auto. Mais j'aime bien ces jantes à trou-trou là, c'est vraiment typique d'Alpha. Les freins, pendant qu'on est sur les roues, que vous voyez les rouges, je vous les mets en incrustation. C'est des 305 mm, c'est des Brembo 4 pistons. Mais ça, c'est que sur la première année. Celle-ci, c'est une 2003, une fin 2003. Et à partir de 2004, courant 2004, elles sont passées avec des 330 mm, toujours en Brembo 4 pistons, mais des étriers un peu plus gros, qu'on retrouve également sur les GT 3 litres de V6 et sur les 156 Sportwagen Q4, les Crosswagen avec le diesel. Voilà, ça peut être une technique pour trouver les freins, c'est peut-être ce que je vais faire. Et voilà, mais que dire de plus, cette auto, elle est magique. Bon, on va tout de suite dire les défauts, hein. C'est que au niveau des réglages, la base est pourtant super bonne. On a des triangulations assez compliquées. Ah, en deux, ça patine, ça chante jusqu'à 7000, c'est magique. Ce moteur, rien qu'à lui seul, il vaut l'achat. Par contre, voilà, l'auto, elle a beau avoir une base plutôt correcte avec la double triangulation à l'avant, enfin, système assez complexe, et à l'arrière avec des barres de renfort. Enfin, au niveau châssis, il y avait une bonne base, mais ça a été réglé avec les pieds. Alors, c'est pas si pire, mais l'auto se cherche, l'auto, quand on accélère, elle cherche la route. En plus, celle-là, elle est dans son jus, hein, elle a 150 000 km, elle a besoin d'une bonne réflexion des trains avant. C'est des bouffeuses de train, il faut le savoir. C'est des bouffeuses de train parce que voilà, l'auto est trop molle. Même si c'est moins pire que dans mes souvenirs, je m'attendais à pire, pour être honnête. Je suis presque agréablement surpris. Mais bon, voilà, l'auto, elle a besoin d'être posée. Hop, on va faire demi-tour, on va repartir dans l'autre sens. Ah non, l'auto est un peu chaude. Il faut bien tenir le volant, il y a des remontées de couple. L'auto va, si on tient pas bien, elle va suivre un peu, mais finalement ça vire quand même à plat. On peut jouer, l'auto est très coupleuse, il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher. Vous voyez, là j'étais autour de 4000, elle vous arrache, on a cette sensation un petit peu de main géante. Le moteur est vraiment magique. Ça, il me fait penser un petit peu à mon premier essai, le Z4M. Ce 3 litres 2 aussi, mais en ligne de chez BMW. Là on a un V à 60 degrés. Ce côté complètement Dr Jekyll et Mr Hyde. Regardez, on peut être en ville à 50, en quatrième, à 2000 tours. Bon, l'auto est très souple, elle reprend bien, le moteur est hyper élastique.
et rageur dans les tours. Donc ça me rappelle, alors ça monte pas à 8000 comme le Z4M, là c'est un peu plus de 7000, mais ça y va avec rage et dans une sonorité magique. J'ai pas de mots pour ce moteur, rien que lui, il justifie l'achat. Et il excuse un peu les défauts. Donc les défauts, bah, voilà, qui sont principalement la tenue de route qui est pas assez optimisée. On a des sièges que j'aime beaucoup, qui tiennent bien, on est bien, ça manque un tout petit peu de maintien aux épaules, mais franchement pour un gros gabarit comme moi, ils sont parfaits. La position de conduite est très bonne, le pédalier il tombe bien, le talon de pointe tombe bien. Voilà, après voilà, on sent une auto qui est pourtant qui est sèche en suspension. Voilà, ça tape un peu, mais c'est trop souple sur le reste. Ça guimauve un peu sur le reste. Bon, en plus voilà, je vous ai dit, elle a 150 000 km, elle est dans son jus. Alors il y a plein de choses qui sont à faire et qui vont être faites pour la mettre au niveau. Il y a bien sûr des bonnes suspensions, des grosses barres anti-roulis, un autobloquant, puisque Alfa Romeo avait sorti le GT et la 147 en diesel avec un autobloquant, et ça se mettait, c'est pratiquement plug and play dans la même boîte, ça se fait bien. Donc avoir un autobloquant, voilà, il y a tout ça, et après a priori la caisse sera transfigurée, je vous tiendrai au courant. Et là, allez, il faut bien la tenir, hein, ça gigote, le rupteur arrive très très vite. Oh là, rien que ça vaut. Non, l'auto est pas si mal, hein. On a beaucoup craché dessus. On sent qu'il y a une bonne base. C'est plutôt bien équilibré, ça rentre bien sur l'avant. L'auto pivote juste comme il faut. Elle est neutre. C'est juste qu'elle se cherche complètement. La direction, tout le train avant est trop mou. Donc je pense qu'une fois que tout ça sera fait, ce sera magnifique. Donc voilà, j'ai craqué, hein, je pense que vous l'avez compris. Un dernier mot quand même dans ses points faibles, si tant est que c'est un point faible, c'est la consommation. Je l'ai remonté du sud, on a fait à peu près 1000 km, on a fait 10 litres, voilà, pile poil, 10 litres 2. Donc c'est bien. Par contre, voilà, dès qu'on est en conduite sportive, là vous pouvez oublier. On est qu'à 4000 tours, elle reprend. On peut rester... Oh là 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 là. Il faut vraiment bien la tenir, hein. Elle gigote beaucoup sur les changements de revêtement. Mais bon, tout ça ce sera corrigé et ça en fera une machine parfaite, parce que ce moteur il mérite un écrin à sa hauteur. Esthétiquement elle l'est, il manque juste un petit peu de châssis. Alors la 147 GTA, pour conclure, combien ça vaut aujourd'hui? Alors c'est un petit peu compliqué, la cote est a priori en train de monter. On va dire que ça commence sur les prix affichés autour de 9-10 000 euros pour les exemplaires comme celui-ci, les plus kilométrés, et pas forcément, celle-ci elle est dans son jus, la carrosserie est moche à refaire, il y a pas mal de petites choses à refaire, il y a un voyant moteur parce que a priori la batterie est fatiguée et cause des problèmes au démarrage avec le calculateur, donc on espère que c'est pas le calculateur mais bien juste la batterie. Mais bon, voilà, ça commence dans ces 150 000 km ou plus à 9-10 000 euros. Et les plus beaux exemplaires s'affichent plus de 20 000, ceux qui ont moins de 100 000 km dans un état exceptionnel. Les années suivantes avec les gros freins en 330, déjà des différentiels de fait, des suspensions sport. Voilà, on peut arriver à 18-20 000 euros. Je suis pas sûr qu'il y en a qui s'affichent plus, je suis pas sûr qu'elles se vendent à ce prix-là. Maintenant, voilà, c'est la dernière avec le coupé GT à avoir reçu ce 3,2 litres, ce V6 Bousseau qui a perdu ensuite ses normes. Il ne peut ne passer plus les normes. Déjà là, il était limite. Ils ont dû rajouter des catalyseurs sur les deux collecteurs. Donc on a 3 catalyseurs. Le moteur est un peu étouffé. Ça pourra peut-être chanter mieux plus tard aussi. Donc c'est le dernier écrin et je trouve que c'est le plus beau des trois. J'aime beaucoup la 156, le GT, mais je trouve que c'est voilà, une compacte. Il n'y en a pas des compacts avec des 3 litres de V6 à part la Golf R32 à l'époque avec son faux 4 roues motrices. Donc bah allez-y quoi, allez-y, faites-vous plaisir, c'est maintenant qu'il faut l'acheter. C'est maintenant qu'il faut l'acheter parce que bah, à l'ère du downsizing où tout le monde va rouler en 1,6 litre turbo, avoir un 3 litres 2 dans une petite compacte, dans une auto aussi belle, bah, c'est la dernière de son espèce. Donc
allez-y, faites-vous plaisir. Et puis moi je vous dis bientôt pour un nouvel épisode.